de cette présentation. Là, il y a eu l'autorisation d'enregistrer. Fait que je ne sais pas si faut cliquer sur. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là. Il faut cliquer sur le. Ton micro est éteint, Mélanie. Désolée, j'ai fait l'enregistrement. En fait, ce que je voulais annoncer aussi, c'est que je voulais faire l'enregistrement de la conférence. Donc, Jérémy, je pense qu'à cause que quand j'ai fait l'enregistrement, je t'ai perdu quelques secondes. OK, bon, il n'y a aucun souci. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. J'étais simplement en train de dire que c'est une petite mise à niveau, une petite mise à jour des nouveautés fiscales pour l'année 2021. Donc, lorsque vous allez rencontrer votre professionnel de confiance dans les prochaines semaines, ce serait des éléments qui pourraient être une base de discussion avec cette personne-là, juste pour être sûr que vous ayez cherché les montants auxquels vous avez droit. Je veux juste vous rassurer, il n'y a pas tant de nouveautés en 2021, mais il y en a quelques-unes, je vais vous en faire part là, dans les prochaines minutes. La présentation, elle est prévue pour 1 heure environ. C'est peut-être, je vous dirais, 45 minutes là, de présentation de l'information. On se garderait quelques minutes à la toute fin si vous avez des questions, des commentaires, des petits éléments de précision. À cet égard-là, si ça vous convient, on garderait peut-être des questions pour la toute fin. Je vais y aller avec un petit... est-ce que tu peux me réactiver comme co-animateur, Mélanie, s'il te plaît? Tu fait ça, Jérémy. C'est ce que tu as perdu, dans le fond? Oui. OK. Alors voilà, ça devrait fonctionner, Jérémy. Est-ce que le partage d'écran fonctionne pour tous? Moi, je le vois. Super. Donc, juste d'entrée de jeu, c'est vraiment une mise à niveau là, des éléments de fiscalité pour les aînés. Je ne suis pas un planificateur financier, je ne vais pas m'autoproclamer fiscaliste, malgré que j'en fais quand même environ 400 par année. Là, donc, je peux me faire la main un petit peu sur les nouveautés. Je suis les formations annuellement par le Centre québécois de formation en fiscalité. Donc, on se tient à la page, mais il n'y aura pas de la haute voltige là, de stratégie, de planification financière. Je vais laisser ça vraiment aux gens les plus compétents à cet égard-là. Donc, si vous avez un conseiller financier ou un planificateur financier dans votre entourage, n'hésitez pas à le contacter. Ils peuvent vraiment vous mettre en place là, des belles stratégies, surtout lorsqu'on parle qu'on est à notre retraite ou en planification de notre retraite également. Donc, vous savez souvent là, les stratégies de décaissement des REER ou le report de certaines prestations gouvernementales, soit la Régie des rentes du Québec ou la Sécurité de vieillesse, que vous êtes autorisé à aller chercher à partir de l'âge de 65 ans ou même 60 ans pour la Régie des rentes du Québec, mais qui peut y avoir certains avantages là, à reporter cette demande-là. Donc, il y a des petits calculs prévus en arrière de ça. Donc, ce n'est pas vraiment le but de la présentation aujourd'hui à ce niveau-là. Je vais vous donner quelques statistiques en rafale. Puis, pour ce volet-là, je vais peut-être vous demander votre collaboration aussi. J'ai dit qu'on se gardait des questions à la fin, mais juste si vous êtes en mesure de me dire ce que ça vous fait penser. Lorsque je vous dis, en 2017, c'est les derniers recensements que nous avions, que les aînés représentaient environ 23,8 %, donc le quart de la population canadienne. C'est également la même chose là, en 2015 à peu près. Les revenus qui proviennent des aînés représentent environ 15 là, des recettes du gouvernement. Auparavant, c'était 17. Il y a 38 des revenus de la clientèle aînée qui proviennent de sources gouvernementales, donc sécurité de vieillesse, supplément de revenus garantis, Régie des rentes du Québec, etc.
Auparavant, c'était 40 et la clientèle aînée ont réclamé environ 28 de tous les crédits d'impôts non remboursables qui ont été demandés par le Canada. Donc, la population des aînés est un peu surreprésentée là, dans cette catégorie-là. Qu'est-ce que ça peut vous faire dire, ces revenus-là, ou ces données-là, ou ces statistiques-là? Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer à une petite interprétation? Dans le fond, ce qu'on peut voir là, au niveau de la source des revenus, ben, 38 des revenus qui proviennent de sources gouvernementales. Donc, il y a une certaine dépendance envers l'État, mais celle-ci s'est atténuée un petit peu entre 2015 et 2017 et même en date d'aujourd'hui. Donc, ça laisse présager que la clientèle des aînés veut peut-être aller se chercher quelques petits revenus autonomes. Donc, il y a un retour sur le marché du travail ou tout le moins à temps partiel ou certains éléments de cette nature-là. Et lorsqu'on dit qu'il y a à peu près 28 de tous les crédits d'impôt non remboursables qui ont été demandés par les aînés, ça veut dire que, en termes de montant, c'est important, mais en termes de polyvalence ou de nombre de crédits, c'est incroyable les crédits qui existent là, pour la clientèle des aînés. Donc, lorsqu'on dit aînés, là, faire attention au niveau du gouvernement, on parle souvent de 65 ans et plus, mais il y a certaines mesures que c'est à partir de 60 ans. Donc, le dernier décompte là, faisait état d'environ 20 programmes différents pour lesquels il y avait des crédits d'impôt visant les aînés. Donc, c'est impossible de tous les connaître dans les rouages et c'est impossible de toutes les survoler dans une présentation succincte comme ça, mais on va en regarder quelques-uns ensemble. Celui qu'on connaît davantage, crédit d'impôt en raison de l'âge, celui-là, c'est le fun, vous n'avez absolument rien à faire. L'élément le plus important, c'est de venir au monde, là, au moins 65 ans. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Donc, celui-là, il est protégé. Il y a le fameux crédit pour frais médicaux qu'on connaît bien, qui n'est pas spécifique pour les aînés, mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez être vigilant. Quand je parlais qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, crédit pour aidants naturels au Canada, il existe depuis quelques années, il est encore là cette année, même mouture, pas vraiment de différence. Par contre, au Québec, le crédit a été remodelé l'année dernière. Il s'appelle dorénavant le crédit pour personnes aidantes. Donc, celui-là, on va regarder un petit peu les différentes modifications là, qui s'appliquent. Madeleine, est-ce que vous aviez une intervention? Oui, je voudrais que vous fassiez la différence entre les crédits d'impôt non remboursables et les crédits d'impôt remboursables. Parfait. Merci beaucoup. Je vais terminer l'acétate puis je vais faire la précision. Un des crédits qui ne sera pas beaucoup utilisé en 2021, mais on va revenir un petit peu, c'est le crédit pour activité des aînés. Pourquoi il ne sera pas beaucoup sollicité? Bon, on ne pouvait pas tellement sortir de chez nous dans la dernière année. Donc, il existe encore, mais gardez-le en tête peut-être pour 2022. On a hâte de sortir de chez nous, donc il va être un peu plus sollicité. Crédit pour revenus de pension. Donc, si vous avez des revenus spécifiques, soit de rente viagère, soit de rente avec votre ancien employeur, soit les retraits de fer, des trucs comme ça, vous êtes admissible pour le crédit pour revenu de pension ou revenu de retraite. Crédit d'impôt pour maintien à domicile, crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Donc, lorsque je parlais des aînés qui restent sur le marché du travail ou qui retournent sur le marché du travail. Donc, c'est un des crédits d'impôt qui peut être assez intéressant à cet égard-là. Pour faire du pouce sur la question de Madeleine, la différence entre un crédit d'impôt remboursable et un crédit d'impôt non remboursable,
Euh, je pourrais dire, la réponse est un peu dans le titre, là, mais pour vraiment le préciser, c'est qu'un crédit d'impôt non remboursable, si vous n'avez pas d'impôt à payer ou à annuler, à tout le moins, là, ce crédit-là va être un peu perdu ou il ne sera pas payant pour vous, à moins qu'il soit transférable au conjoint ou à la conjointe. Alors qu'un crédit d'impôt remboursable, même si vous avez des revenus très, très modestes, euh, en plus de ramener l'impôt à zéro, ben, il pourrait vous revenir un chèque ou un remboursement du gouvernement parce que ce volet-là sera un impôt remboursable. Si on garde en tête, là, je pense qu'il y avait le crédit qui s'appelle crédit d'impôt soutien aux aînés, qui, lui, vous n'aviez pas grand-chose à faire. C'était vraiment la barrière de l'âge là, qui était la prémisse de départ. Donc, c'est un montant de 400 par contribuable visé, 800 pour le couple. Celui-là, ben, que vous ayez de l'impôt à payer ou pas, il vous était remboursé. Alors qu'un crédit d'impôt pour frais médicaux, ben, ça se peut que même si vous avez d'importantes sommes en frais médicaux, ben, l'effet, ça va être de ramener votre impôt à payer à zéro. Mais au-delà de ça, les crédits latents là, seront perdus. C'est la petite distinction. Avant de parler de crédit d'impôt, je pense qu'un des avantages de vieillir au niveau fiscal, c'est le fractionnement de revenus. Donc, moi, du haut de mes 38 ans, si je veux fractionner des revenus avec ma conjointe, ce n'est pas permis, sauf sur quelques sources de revenus très, très spécifiques, là, mais on ne s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis. Alors que du côté des aînés, c'est quelque chose qui, est permis et je crois qu'il est généralement bien connu ou bien su. Euh, c'est une mesure qui est très, très utilisée au Canada, là. Les dernières statistiques nous laissaient voir qu'il y avait 1,3 million de couples d'aînés au Canada qui s'étaient prévalus de cette mesure-là. Concrètement, ce que ça vient faire, c'est de permettre de dire qu'il y a certains revenus qui sont gagnés par un des deux conjoints qui vont être attribués dans les mains de l'autre conjoint. Pourquoi on veut faire ça? Bien, vous savez qu'au Canada, on paye l'impôt en fonction de ce qu'on appelle le taux d'impôt marginal, c'est-à-dire votre dernier dollar gagné, c'est lui qui va dicter un peu dans le palier d'imposition dans lequel vous vous retrouvez. Donc, s'il y a une belle disparité de revenus, là, je vais le faire à l'avantage des dames. Là. Je me sens, on est dans le mois de la Saint-Valentin, je me sens un petit peu fleur bleue. Donc, si madame gagne, disons, 100 000 et monsieur gagne 15 000 il y a une grosse disparité de revenus et les deux conjoints sont dans les fameuses braquettes d'impôt, les paliers d'imposition. Ils sont dans vraiment à des années-lumière l'un de l'autre. Le fractionnement de revenus permettrait de dire à madame, bien, au lieu d'avoir un 100 000 sur lequel elle s'impose, bien, elle pourrait attribuer une portion de ses revenus à monsieur, de sorte que, oui, monsieur va payer un petit peu plus d'impôts, mais madame, au lieu d'avoir un 100 000 imposé à 37, quelques pourcents, elle pourrait venir baisser son taux d'impôt. C'est vraiment un des avantages là, du fractionnement de revenus. Et on ne peut pas faire ça sur 100 de vos revenus. Donc, si vous avez des revenus de placement, des revenus locatifs, des revenus d'emploi, ce n'est pas permis. C'est vraiment les revenus de pension. Donc, lorsqu'on pense des rentes de fer, des régimes de pension agréés, des rentes viagères, donc vraiment vos revenus de retraite avec votre ancien employeur, etc. Ce sont des revenus qui sont admissibles. On enlève là-dedans tout ce qui est sécurité de vieillesse, supplément de revenus garantis ou la Régie des rentes du Québec. J'utilise certaines abréviations qui sont généralement bien reconnues là, et sues, mais ce type de revenu-là est exclu. J'ai déjà des clients qui m'ont demandé, ouais, mais Jérémy, est-ce que je suis obligé de transférer cet argent-là
à mon conjoint ou à ma conjointe, c'est vraiment la beauté de l'histoire. C'est un transfert qui a lieu simplement sur papier. Donc, il n'y a pas d'échange monétaire. Si les deux conjoints fonctionnent vraiment des comptes séparés, il n'y a pas de transfert monétaire à faire, il n'y a rien de ça. Et c'est un choix que vous pouvez faire sur une base annuelle. Donc, je dis souvent l'expression, vous ne signez pas avec votre sang, là. Si vous changez d'avis l'année prochaine ou si le scénario familial change, ben, vous pouvez décider de le faire une année et sur l'autre année, ne pas faire ce choix-là si ce n'est pas avantageux. Et au-delà de ça, c'est un choix qui peut être fait distinctement du palier fédéral que du palier Québec. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, au Québec, on paie nos impôts à 2 paliers d'imposition, là. Donc à Ottawa pour le volet fédéral et au Québec pour notre volet provincial, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces et les territoires. Donc, c'est une petite particularité là, de notre société distincte. Donc, vous pouvez faire le choix distinct là, entre le fédéral et le Québec à cet égard-là. Petit point de vigilance, par contre, au Québec, pour procéder au fractionnement de revenus, le seuil là, de 65 ans doit être atteint pour le conjoint là, transférant le revenu de pension. Pourquoi on fait ça? Bien, je vous ai parlé, entre autres, des paliers d'imposition, le petit jeu. Il existe un crédit pour revenu de pension. Donc, lorsqu'on déplace un revenu d'un conjoint à l'autre, ben, ce n'est pas de la magie. Là, la nature du revenu ne change pas. Donc, disons que ma conjointe est à la retraite, moi, je ne le suis pas encore, je n'ai pas de revenu de retraite, mais si elle me transfère une portion de ses revenus de retraite, ben, tout d'un coup, j'apparais, il y a des revenus de retraite qui apparaissent dans ma déclaration d'impôt. Donc, je peux aller chercher le crédit pour revenu de pension à ce moment-là. Donc, on vient de doubler cet avantage-là. Et il y a certains éléments qu'il faut prendre en considération à cet égard-là. Donc, souvent, c'est avantageux de le faire, mais j'ai déjà vu dans ma pratique des cas où ce ne l'était pas. Par exemple, si la perte de certains crédits d'impôt, si on fractionne un montant trop élevé, là, ce qui fait en sorte que le conjoint recevant le revenu de pension vient avoir un revenu tellement élevé qu'il perd certains crédits. Donc, il faut un peu jauger ça et votre comptable, là, avec sa calculatrice ou avec certaines applications logicielles de préparation d'impôts, il y a des simulations qui peuvent se faire. Donc, le processus s'en vient de plus en plus automatisé et on peut faire vraiment des scénarios optimaux pour vous et pour l'ensemble de la clientèle. Je mentionnais que c'est un partage théorique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'argent qui est fait et le gouvernement va tenir compte aussi de l'impôt qui a été retenu à la source sur les revenus de retraite pour les déplacer d'un conjoint à l'autre pour faire au moins un petit bout de chemin parce que ça serait un peu aberrant de transférer, disons, un 20 000 de revenus de madame vers monsieur et que l'impôt à la source ne suive pas. Ça ferait une grosse distorsion là, au niveau des montants à payer. Donc, ce volet-là suit. Il y a une barrière théorique aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus que 50 de votre revenu de retraite qui peut être déplacé entre les conjoints. Donc, exemple, si vous avez 20 000 de revenus de retraite de votre ancien employeur, disons IBM, ben, vous ne pouvez pas transférer plus que 10 000 à votre conjoint. Donc, n'importe quel montant entre 0 et 10 000. Souvent, on voit même le montant de 2 000 qui est transféré juste pour aller chercher le crédit pour pension à cet égard-là. Des fois, on entend que c'est le fun. Si on se trompe avec le gouvernement, il y a toujours la possibilité de revenir en arrière 10 ans, souvent la rétroaction. Ce n'est pas faux. Il y a une exception, fractionnement de revenus. Le report maximal, c'est de 3 ans en arrière. Donc, on ne peut pas venir corriger une déclaration de
2017, là, elle est déjà prescrite. Donc, c'est vraiment sur les 3 dernières années. Et je disais que c'était un choix sur papier. L'autre petite contrainte, là, ça peut sembler un peu cocasse, mais pour l'avoir déjà vécu, c'est vraiment une obligation, là. Les deux conjoints doivent attester pour faire le fractionnement de revenus. Donc, si monsieur est d'accord, mais madame n'est pas d'accord, malheureusement, on ne peut pas procéder. Donc, souvent, c'est juste d'avoir le petit pitch de vente là, disant, ben, écoutez, lorsque vous serez chez vous, arrangez-vous pour vous compenser entre vous. Payez-vous une bonne bouffe au resto, un forfait de détente, peu importe, là, un voyage. Compensez-vous de la façon que vous voulez, mais on va aller chercher les sommes auxquelles vous avez droit. On va optimiser votre situation, puis après ça, vous vous arrangerez entre vous là, pour vous dédommager. Je vous ai mis un petit exemple théorique, là. J'ai également mis la provenance, là, étant donné que ce n'est pas un exemple qui vient de mon cru, juste pour respecter les droits d'auteur aussi. Donc, on fait un exemple là, entre deux conjoints qui auraient une certaine disparité de revenus. Donc, monsieur gagne près de 80 000 madame environ 15 000 Il y a des revenus de 60 000 de retraite. Exemple, monsieur travaillait pour la fonction publique ou était policier, a un bon fonds de pension à ce niveau-là. Il fractionne le maximum, donc la moitié, environ 30 000. Bien, pour le couple, on parle d'une économie là, avoisinant les 4 000 Donc, c'est quand même substantiel à cet égard-là et ça vous engage absolument rien, outre de faire le transfert là, sur papier dans la déclaration d'impôt. Vraiment un must pour ceux et celles d'entre vous qui avez des revenus de pension admissibles. Juste pour terminer sur le crédit de pension, au fédéral, on parle d'un crédit d'impôt de 2 000 Lorsque je parle de crédit d'impôt, pour faire un peu du pouce sur l'intervention de Madeleine au début, ce n'est pas un retour d'impôt. Un crédit, ça permet d'abaisser soit vos revenus imposables. À ce moment-là, on parle de déduction. Et un crédit, c'est un montant là, admissible avec un certain taux de crédit, c'est un peu redondant, là, qui vient faire baisser votre facture d'impôt. Donc, exemple, pour le revenu de pension, un crédit de 2 000 admissible à 15 donc c'est un 300 le potentiel de retour d'impôt dans vos poches. Ce montant-là peut être transféré au conjoint. Et au Québec, le taux de crédit est similaire à 15 le montant maximal est à 2 939, ce qui correspond à peu près à 400 Par contre, lui, il peut être réduit. Non, pas il peut être, il sera réduit dès que le revenu là, excède 35 000 jusqu'à être carrément éteint lorsque le revenu atteint 51 000 Donc, ça peut aller relativement vite là, à cet égard-là. Donc, alors qu'on n'a pas ce volet-là au fédéral. Là. Donc, c'est vraiment des petites particularités dont il faut être à l'affût et c'est un peu impensable d'être au courant de toutes ces particularités-là entre les deux paliers d'imposition. Donc, vraiment vous référer à votre comptable à ce volet-là. Petite généralité sur les crédits de frais médicaux. Les crédits au fédéral, ils sont admissibles à la hauteur de 15 pour les frais excédant un seuil de 3 de vos revenus. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un peu l'équivalent d'une franchise. Le gouvernement veut que vous dépensiez minimalement 3 de votre revenu en frais médicaux et l'excédent sera admissible au crédit. Donc, exemple, je vais faire un exemple simple. Si je gagne 50 000 à 3 je dois avoir au moins 1 500 de frais médicaux dans mon année avant qu'il soit admissible là, à ce crédit d'impôt-là. Au Québec, on parle de 3 du revenu familial. Donc, il n'y a pas nécessairement d'avantage à attribuer les frais médicaux à monsieur ou à madame au Québec parce que vous avez le même revenu familial, alors qu'au fédéral,
il y a clairement une stratégie d'attribuer les frais médicaux au revenu le plus bas du couple. Pourquoi? Ben, si je suis en couple avec Mélanie et que Mélanie gagne 100 000 et moi, j'en gagne 50 000, ben, le seuil de 3 sera plus facilement atteint à 50 000 qu'à 100 000 Donc, il y a une petite stratégie à cet égard-là. Si vous êtes comme moi, un de vos premiers réflexes quand on parle de frais médicaux, c'est d'aller voir votre pharmacie et leur demander, bon, ben, ça a été quoi mes relevés de médicaments au courant de la dernière année? Ils vont vous sortir un petit rapport, on amène ça à notre comptable et c'est ce qu'on considère comme frais médicaux avec les frais de dentiste, avec des autres petits frais de professionnels de la santé. Donc, souvent, les gens prennent pour acquis ce que j'ai dépensé en 2021, bien, ça va être mes frais médicaux. Petite stratégie. Ça ne va pas être pertinent pour tout le monde, mais au niveau du gouvernement, ce qu'il dit, ce n'est pas vos frais médicaux de 2021, c'est vos frais médicaux sur une période de 12 mois. Donc, pourquoi ils viennent... donc, qu'est-ce que ça peut entrevoir comme petite stratégie? C'est, disons, vous êtes dans un CHSLD privé, ça vous coûte 3 000 par mois. En passant, il y a une composante de ça qui est admissible en frais médicaux, donc c'est non négligeable, ça peut aller relativement vite. Si vous, 3 000 par mois fois 12 mois, ça fait 36 000 si vous ne pensez ne pas avoir besoin de tous ces frais-là, bien, vous pourriez dire, ben moi, là, cette année, je vais prendre la période, disons, du 1er janvier au 30 septembre. Fait que je vais aller chercher 9 mois à 3 000, puis je vais me garder octobre, novembre, décembre pour l'année prochaine, par exemple. Petit bémol, on ne peut pas prendre une période de plus que 12 mois. Il ne faut pas que les frais soient considérés au courant de 2 années différentes. Donc, si vous avez réclamé du septembre 2021 en 2021, vous ne pouvez pas le réclamer l'année prochaine. Mais octobre, novembre, décembre, dans ce cas-là, n'aurait été réclamé qu'une seule fois. Il l'aurait été en 2022. On aurait pu dire, bien, pour l'année 2021, je vais prendre du 1er janvier au 30 septembre. Puis pour l'année 2022, je vais prendre du 1er octobre jusqu'au maximum du 30 septembre 2022. Mais je pourrais choisir une autre période qui n'excède pas 12 mois. Donc, c'est quoi l'avantage de faire ça? C'est que, ben, c'est un peu dommage de parler ça, là, mais advenant le décès, le délai des frais médicaux est de 24 mois. Donc, quelqu'un qu'on connaît qui serait en fin de vie, ben, il pourrait y avoir une petite stratégie de jouer sur les périodes de réclamation des frais médicaux pour aller chercher le maximum des crédits au lieu de tous les concentrer là, au courant de la même année civile. Donc, je voulais juste vous lancer les grandes lignes. Là. Je ne ferai pas nécessairement de cas d'espèce, mais c'est des trucs que vous pouvez garder en tête, soit d'en parler, si ça ne vous touche pas directement, d'en parler avec des proches que ça pourrait impacter. Des petites particularités pour les frais médicaux. Faire attention, souvent les gens disent, ben, si c'est pour ma santé, ça doit être admissible. La règle générale, c'est que si c'est engendré avec un professionnel de la santé qui est régi par un ordre, ce sera une dépense admissible. Le cas contraire, 99% des cas, ça ne le sera pas. Exemple, massothérapeute. Donc, souvent, on va voir ces reçus. On dit, ah, mais mon massothérapeute m'a donné un reçu, ça doit être admissible. Mon assureur privé l'acceptait lorsque je travaillais, donc s'il me le rembourse, ça doit être parce que c'est admissible. Mais malheureusement, non. Là. Donc, les frais de massothérapeute sont exclus. Il y a des particularités. Ostéopathe, par exemple, c'est admissible au Québec, mais ça ne l'est pas au fédéral. Pourquoi? Ben, c'est qu'au fédéral, on joue vraiment sur la notion de médecine, alors qu'au Québec, on y va avec la notion de praticien. Donc, on peut avoir un praticien qui œuvre en santé sans nécessairement qu'il y ait un doctorat
ou un autre professionnel en arrière de ça. Les lunettes, je vois des gens qui, comme moi, ont des lunettes. Il y en a d'autres qui semblent avoir une belle vue. Tant mieux pour vous. Juste un petit rappel, il y a un plafond de 200 par année pour les montures au Québec. Je vois Mme Danielle qui s'est rajouté sa paire de lunettes lorsque je parlais. Donc, c'est 200 par monture et c'est par contribuable. Donc, si monsieur et madame changent leurs lunettes en 2021, si madame, sa monture lui coûte 150 et monsieur 250, je suis conscient que pour le couple, ça fait 400 mais c'est vraiment, il faut le regarder de façon individuelle. Donc, madame pourra réclamer son 150 pour ses lunettes et monsieur sera plafonné à 200 même si globalement, pour le couple, on était en bas de 200 en moyenne par personne. Les frais qui sont remboursés par un assureur privé sont évidemment exclus du calcul. Ceux qui sont avec la RAMQ, la cotisation RAMQ rentre comme frais admissibles aussi. Donc, ne pas l'oublier. Et un autre grand oublié, c'est les frais de déplacement et d'hébergement. Donc, si vous avez besoin de vous déplacer parce que les services médicaux ne sont pas reconnus ou disponibles dans votre région, bien, vous pouvez réclamer les frais de déplacement avec votre propre véhicule ou si c'est du transport adapté, un taxi, etc. Il y a des déplacements là, minimum à faire 40 km ou 80 km, et là, on passe tout le temps aller seulement, là, ou 80 km là, pour avoir le droit aux frais d'hébergement et aux frais de repas. Et les frais de déplacement, eux, c'est 40 km. Donc, exemple, si vous êtes à Granby et vous devez aller au CHU à Sherbrooke, ben, le 40 km là, sera facilement atteint à cet égard-là. Mais ça ne serait pas le cas entre Granby et BMP, par exemple, là, si vous vous déplacez entre Granby et Coindy. Crédit pour aidant naturel, un autre sujet un petit peu délicat, mais tellement pertinent et tellement d'actualité. Donc, au fédéral, comme je vous mentionnais d'entrée de jeu, très peu de changements dans la mouture du programme. C'est un crédit d'impôt non remboursable, 7 300 il n'y a pas d'obligation que l'aidé et l'aidant vivent sur le même toit. Il y a une réduction du crédit là, si les revenus de la personne à charge ou la personne aidée excèdent 17 000 et jusqu'à concurrence de 24 000 il n'y a pas l'obligation d'avoir l'attestation de personnes handicapées, mais on doit avoir une attestation médicale visant la déficience. Et je n'aime pas le terme déficience, là, mais c'est le terme qui est fiscalement utilisé. Donc, c'est des pertes de notre capacité là, à faire certaines actions de la vie courante pour une certaine durée. On parle souvent là, minimalement de 12 mois, donc ça peut être des problèmes à la locomotion, ça peut être des pertes de l'ouïe, ça peut être la vue, donc des handicaps aux 5 sens ou des activités de la vie courante à ce moment-là. Et le crédit pour aidant naturel au fédéral doit être regardé avec d'autres crédits d'impôt, par exemple, le montant pour personne à charge, afin de voir là, lequel est le plus avantageux parce qu'ils peuvent se substituer l'un à l'autre. Donc, ils ne se dédoublent pas. Ils sont complémentaires, là, mais on doit en utiliser seulement qu'un. Donc, dépendamment souvent là, du revenu de la personne aidée, ça va dicter quel crédit d'impôt on va aller chercher. Comme je vous mentionnais, au Québec, par contre, il y a une petite refonte. Auparavant, là, le crédit d'impôt était vraiment très lourd. Il y avait 4 composantes, le logement, le lien de proximité avec la personne, etc. C'était un peu laborieux. Cette année, ils l'ont scindé en 2 volets. Donc, il y a l'aide fiscale universelle
de 1 266 $, donc c'est 1 250 plus une indexation. S'il y a une cohabitation, et celui-là, il est coulé dans le béton, là. Et par contre, il y a un complément dans le volet 1 d'un aide supplémentaire de 1 266 sans avoir de preuve de cohabitation. Mais celui-là, il va être réductible, c'est-à-dire qu'il va être abaissé là, en fonction du revenu de la personne aidée. Donc, celui-là, il peut être appelé à décroître là, selon le revenu, mais au moins le premier 1 200, lui, il est canné, si vous me permettez l'expression. Et il y a un volet 2. Le volet 1 touchait les personnes de 18 ans et plus avec déficience grave et prolongée. Le volet 2 vise spécifiquement les personnes de 70 ans et plus. On parle d'un proche. Ça l'exclut par contre les conjoints-conjointes, mais un enfant, par exemple, qui prendrait soin de son parent, ben, il pourrait aller chercher ce volet-là. Et on parle d'une personne aidante qui soutient et cohabite avec le proche là, de 70 ans et plus. Donc, c'est un autre montant de 1 266. Je vous mentionnais bon, que ça pouvait être réduit de 16 là, à partir dès que le revenu excède 22 000 de la personne aidée. S'il n'y a aucun lien familial, disons que moi, je me suis lié d'amitié avec ma voisine qui a un certain âge, je deviens son aidant parce qu'elle a une situation là, qui nécessite de l'aide pendant une période prolongée, disons de plus d'1 an. Si je n'ai pas de lien familial avec cette personne-là, je dois avoir en main une attestation d'assistance soutenue fournie par un professionnel de la santé là, qui va justifier, la situation de ma voisine, la personne aidée, mais également le fait qu'elle a besoin d'accompagnement de façon soutenue, ce qui va me permettre à moi, l'aidant, d'aller chercher le crédit d'impôt. Ce n'est pas une attestation qui doit être reconduite annuellement, mais la loi ou le Revenu Québec prévoit un renouvellement sur une période de 3 ans. Donc, à revoir aux 3 ans. Et la période d'aide doit s'échelonner sur 365 jours de façon consécutive, dont minimalement 183 jours durant l'année civile. Donc, il m'arrive une bad luck, je suis un aîné de 70 ans et plus. Il m'arrive une bad luck le 25 décembre à Noël. Ben, s'il y a quelqu'un qui vient me donner un coup de main, qui se qualifierait, ben, pour l'année 2021, potentiellement que cette personne-là n'aurait pas le droit au crédit d'impôt, mais pourrait y avoir droit en 2022 lorsque ça fera au moins 183 jours dans l'année. Donc, pour ceux qui sont un peu plus graphiques, visuels, je vous ai mis un exemple là, visuel du calcul du crédit d'impôt. Donc, vous avez le fameux 1266 là, qui, lui, est atteint que peu importe les situations. Et vous avez la ligne bleue qui explique le 1266 qui peut être doublé pour les personnes atteintes d'une déficience grave et prolongée de plus de 18 ans, avec le niveau de réduction lorsqu'on atteint 22 000 de revenus, jusqu'à 33 000 que cette bonification-là est entièrement réduite et reste alors que 1 266 $. Je vois que le temps file, je vais y aller en rafale avec les autres éléments. Maintien à domicile, celui-là, je pense qu'il est assez bien connu. Ça vise les personnes de 70 ans et plus à maintenir un lien dans leur résidence, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, un immeuble à logement. Différentes dépenses qui sont admissibles, donc déneigement, entretien paysager, aide à l'hygiène, aide au ménage, aide à l'habillement. Évidemment, ça exclut tout ce qui est produits ménagers, donc c'est vraiment plus main-d'œuvre. Ça prend des reçus, donc si vous payez le petit voisin faire le gazon en dessous de la table, comme on dit, ce n'est pas admissible. Les services alimentaires, donc par exemple, ici à Granby, il y a le Centre d'action bénévole qui a un service de popote roulante, mais ce service-là pourrait être admissible.
mais pas les services de traiteurs. Donc, ils font une distinction entre les activités provenant d'organismes de ceux venant du milieu privé. On disait souvent que ce crédit d'impôt-là était plus avantageux pour les locataires. Pourquoi? Bien, la composante logement pouvait être inclue là, dans le calcul du crédit d'impôt jusqu'à concurrence de 600 $ de loyer par mois. Je sais que le seuil est très bas. Bonne nouvelle pour vous, à partir de l'année prochaine seulement, donc pour l'année d'impôt 2022, le seuil du logement passera de 600 à 1200. Donc, on vient s'arrimer un peu plus avec la réalité là, du terrain à ce moment-là. Les dépenses admissibles, jusqu'à concurrence, ben, c'est 35 des dépenses admissibles jusqu'à un certain seuil de plafond qui est à 25 500 pour la personne non autonome, 19 500 pour la personne autonome. C'est réduit en fonction du revenu familial à partir de 60 000 $. Bonne nouvelle aussi, on vise un taux de 40 en 2026. Donc, du fameux 35 il sera augmenté de 1 par année jusqu'en 2026 pour atteindre 40 %. Donc, au niveau fiscal, là, on tente de s'arrimer un petit peu plus avec la réalité là, des aînés à ce niveau-là aussi. Crédit pour accessibilité domiciliaire, donc souvent ce qu'on pense à ce niveau-là, c'est si vous faites des améliorations, des aménagements à votre logement, par exemple, prendre d'accès, baignoire avec porte, des barres d'appui. Si vous avez des difficultés de mobilité, ben, c'est un crédit fédéral qui existe à la hauteur de 15 % qui vient couvrir là, des dépenses jusqu'à concurrence de 10 000 $, donc potentiellement là, 1 500 $ de crédit à cet égard-là. Évidemment, encore une fois, sous preuve de réception de facture. Réalisé par un entrepreneur, ça peut être un membre de la famille, sauf que ça prend vraiment le volet entrepreneur à cet égard-là. Ça vise les personnes de 65 ans et plus. Et si vous avez plusieurs unités de logement, là, ben, le 10 000 $ est fractionné entre toutes ces unités-là. Crédit d'impôt pour maintenir son autonomie. Celui-là, il est au Québec. Ça vise les personnes de 70 ans et plus. C'est pour des achats de biens ou même des locations de biens installés dans votre résidence ou dans votre logement. Souvent, l'image que j'ai en tête, c'est les fameux boutons panique, des trucs comme ça. Donc, système de télésurveillance. Ça peut aller même canne, béquille, marchette, etc. Donc, il y a une franchise de 250 $ sur ce crédit-là, mais toutes les dépenses excédentaires sont admissibles à un crédit d'impôt à la hauteur de 20 %. Évidemment, là, c'est une question de choix. Là. Il y a des éléments là-dedans, canne, béquille, marchette, prothèse auditive, etc., qui peuvent rentrer dans le calcul des frais médicaux. Donc, c'est vraiment de choisir le crédit d'impôt qui, pour vous, est le plus avantageux. Donc, exemple, vous êtes dans un couple ayant un certain niveau de revenu. Bien, je vous disais tantôt, frais médicaux, c'est 3 % du revenu familial. Donc, si votre revenu familial est à 100 000 $ par exemple, mais si vous n'atteignez pas le seuil plancher, bien, vous allez peut-être renoncer au crédit d'impôt pour frais médicaux pour aller chercher ce crédit-là pour maintien de l'autonomie qui, lui, vous sera à votre portée. Crédit pour activité des aînés. Tantôt, je vous le disais, bon, d'après moi, mon petit doigt me dit qu'en 2021, il sera peu populaire. Pourquoi? Bien, ça visait les activités physiques, culturelles ou artistiques des aînés de 70 ans et plus, d'une durée consécutive de 8 semaines, et c'était des activités organisées. Donc, si je m'inscris au gym non supervisé, bien, ce n'est pas admissible. Si je m'inscris à un atelier de yoga, par exemple, d'une durée de 8 semaines, bien, celui-là sera admissible. Et pour ceux qui sont moins physiques, mais plutôt artistiques, bien, atelier de peinture, atelier d'art, activité de céramique, de vitrail,
ce sont des activités qui seraient admissibles. C'est 20 des dépenses jusqu'à concurrence de 200 $. Donc, ce n'est pas un crédit d'impôt très, très généreux, mais au moins, ça encourage l'activité chez les aînés et on sait tous les bienfaits que l'activité sociale ou physique peut avoir chez cette clientèle-là. Donc, il n'y a pas de petites mesures à cet égard-là. Le crédit d'impôt en raison de l'âge, celui que je vous mentionnais d'entrée de jeu, qui était facile et automatique. Donc, pour tous ceux qui ont 65 ans et plus au 31 décembre, c'est un crédit d'impôt de 7 700 $. Donc, je vais y aller, je n'ai pas le chiffre exact devant moi, mais grosso modo, l'ensemble des contribuables au fédéral, on ne paye pas d'impôt sur le premier 14 000 $, disons, pour faire un chiffron. Donc, vous et moi, sur notre premier 14 000 $, ne payez pas d'impôt. La particularité, pour les aînés de 65 ans et plus, ce montant-là est majoré de 7 700 $. Donc, tant que vous n'aurez pas un revenu de 22 000 $, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Donc, c'est un petit avantage là, à cet égard-là. Il est réduit de 15 là, pour les revenus excédant 38 000 $ jusqu'à concurrence de 90 000 $, alors qu'à ce moment-là, il est carrément éteint. Il y a son pendant au Québec également, qui, lui, est un petit peu moins généreux, mais c'est la même mécanique de calcul fonctionne. Crédit d'impôt pour soutien aux aînés, celui-là aussi, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un 400 $ par contribuable, c'est un montant maximal. Il est également réduit là, en fonction de certains revenus qui tiennent compte de votre situation, à savoir si vous êtes un contribuable seul ou avec un conjoint. Donc, ce n'est pas en lien avec votre autonomie à ce niveau-là. Pour ceux qui gardent une vie active, pas par les activités, mais par un lien d'emploi, il existe le crédit d'impôt pour prolongation de carrière qui antérieurement s'appelait le crédit pour travailleurs d'expérience. J'aimais bien cette appellation-là. C'était respectueux. Prolongation de carrière, ça traduit également aussi ce que c'est. C'est tout aussi respectueux. C'est un crédit qui est provincial, non remboursable, non transférable, non reportable, donc vraiment propre à votre situation. Celui-là, il vise les employés de 60 ans et plus, donc on rajeunit un petit peu la clientèle visée. Le premier 5 000 $ que vous avez d'emploi n'est pas admissible à ce crédit d'impôt-là, mais l'excédent l'est. Donc, on parle de 15 % de taux de crédit d'impôt pour les montants supérieurs à 5 000 $ jusqu'à 15 000 $. Donc, sur le 10 000 excédentaire, c'est 15 %. Donc, ça peut aller chercher un 1 000 $ là, à ce niveau-là. Et pour les personnes de 65 ans et plus, on va aller chercher un 1 000 $ supplémentaire là, de revenus d'emploi, donc un 150 $ de crédit là, potentiellement. Bon, c'est un peu ce qu'on vient de vous mentionner. Donc, crédit maximal 1 500 pour les 64 ans et moins, 1 650 pour les 65 ans et plus. Et le crédit est carrément annulé lorsqu'on a des revenus de 65 000 $ et 68 000 $ respectivement là, pour les deux clientèles. Sécurité de vieillesse, ce n'est pas un crédit d'impôt, mais c'est une information que je jugeais pertinente à vous communiquer. Souvent, on a le réflexe de savoir que ça commence à partir de 65 ans. D'ailleurs, le gouvernement a mis en place des communications là, automatisées dès que vous ayez 64 ans pour activer la demande de façon très proactive. Sachez que c'est possible de les reporter sur une durée maximale de 5 ans, donc jusqu'à votre 70e anniversaire. Ça peut en valoir la peine. À titre indicatif, présentement, là, le seuil est à 623 $ par mois environ. Donc, si vous attendez un 5 ans, bien, ça pourra majorer vos prestations à 848 par mois. Donc, c'est un 225 là, par mois supplémentaire récurrent. Souvent, c'est une histoire de calcul, c'est juste de savoir est-ce que vous avez la marge de manœuvre, la latitude pour vous priver de ces sommes-là pendant quelques années
pour avoir une bonification. Si vous avez la santé qui le permet, etc. Il n'y a personne qui a de boule de cristal, donc je ne peux pas vous donner de conseils on the spot comme ça, mais peut-être voir avec votre conseiller financier pour faire quelques petits scénarios. Ça peut valoir la peine. Là, pour ceux qui ne l'auraient pas encore demandé, un coup vous avez commencé à le demander, vous ne pouvez pas revenir en arrière à cet égard-là. La prestation, donc la pension de sécurité de vieillesse, c'est imposable et ça peut même être récupéré là, en fonction de votre niveau de revenu. Donc, il y a des gens qui sont obligés de rembourser cette sécurité de vieillesse-là lorsqu'ils ont certains revenus là, significatifs. Donc, on parle entre 80 et 130 000 de revenus annuels. Le supplément de revenu garanti, celui-là aussi, c'est un exercice qui peut être un peu fastidieux parce qu'il dépend de plusieurs facteurs. Votre revenu familial, l'état civil, le taux peut être réduit là, si l'autre conjoint est également pensionné, donc qu'il reçoit également de la sécurité de vieillesse. Donc, plusieurs mécaniques de calcul. Encore là, si vous êtes dans la strate d'âge inférieure à 65 ans, ça pourrait être intéressant de rencontrer un conseiller financier pour savoir comment optimiser la situation pour aller chercher du supplément de revenu garanti et même votre conjoint qui est entre 60 et 64 ans pourrait avoir une allocation à ce moment-là, là, si les revenus du couple sont suffisamment modestes. Je ne sais pas si vous avez reçu votre compte de taxes récemment, comme moi. Donc, moi, je ne peux pas rien faire à part de le payer par tranche que la municipalité m'indique. Pour les aînés, il peut y avoir une subvention potentielle pour la hausse des taxes municipales. Donc, ça vise les gens de 65 ans et plus qui sont propriétaires depuis au moins 15 ans. Donc, si le compte de taxes et la valeur de la propriété était supérieure à la moyenne provinciale et la moyenne des derniers rôles triennaux, donc il pourrait y avoir cette compensation-là. Le revenu familial, par contre, ne doit pas excéder 53 000 à cet égard-là. Et souvent, les municipalités envoient une correspondance à leurs contribuables lorsqu'ils savent que ça peut se porter à leur situation. Crédit de TPS, et on achève un petit peu avec la présentation. Donc, crédit de TPS, ça vise les contribuables les plus vulnérables de notre société. Et là, on ne parle pas de situation de santé, là, un peu comme la COVID nous parlait des gens plus vulnérables. On parle vraiment au niveau économique. Donc, ça peut viser les contribuables de 18 ans et plus, et incluant les aînés. Il y a un montant de base de 306 qui sera réduit là, pour vos revenus excédant un certain seuil jusqu'à concurrence de 39 000 pour éteindre ce crédit-là. Il peut être bonifié selon l'état civil, donc votre état, si vous avez un conjoint ou pas. Je vais faire abstraction du volet enfant parce que vous êtes déjà passé par ce seuil-là. Mais là, ça vise vraiment votre situation spécifique et celle de votre conjoint. Ça, c'est le volet fédéral. Il y a son petit frère au Québec qui s'appelle le crédit de solidarité, qui lui a 3 composantes. Donc, la composante qu'on appelle TVQ, la composante qu'on dit logement et le village nordique, là, ça ne nous touche pas malgré les froids que nous avons connus dans les dernières semaines. Ce volet-là, donc vous pouvez être admissible à une des 3 composantes, une combinaison de plusieurs facteurs. Donc, si vous êtes en maison de chambre, par exemple, vous n'aurez peut-être pas la composante logement qu'un propriétaire ou qu'un locataire aurait, mais vous pouvez avoir la composante à l'égard de la TVQ qui, elle, est plutôt basée sur votre revenu. Il y a des seuils de réduction aussi. À titre indicatif, on parle de 456 pour la composante TVQ et 599 là, pour une personne qui vit seule dans son logement. Donc,
en tout et partout, ça fait 1055 de crédit de solidarité. Et ce seuil-là serait carrément éteint lorsque le contribuable atteint 54 000 de revenus. Donc, ceux qui étaient admissibles au crédit de solidarité historiquement, donc l'année dernière, vous avez eu potentiellement une autre entrée d'argent dans les dernières semaines. Là. Le gouvernement provincial avait émis là, une aide ponctuelle et temporaire là, pour pallier à l'inflation, l'indexation du coût de la vie. Donc, tous ceux qui étaient admissibles au crédit de solidarité étaient admissibles à cette mesure exceptionnelle-là. Et les seuls petits détails, c'est certaines particularités administratives, donc inscription automatique au dépôt direct. Ils ne versent pas de chèque là, pour les crédits de solidarité. C'est vraiment des dépôts directs à l'intérieur de votre compte à ce moment-là. Donc, ça faisait un peu le survol peut-être pour certains d'entre vous, d'un rafraîchissement des notions de fiscalité pour des situations spécifiques aux aînés. C'est sûr que chaque cas est un cas d'espèce en soi. Il peut y avoir plein de particularités que je n'ai pas nécessairement abordées. Exemple, les fameux snowbirds, donc les frais médicaux qui sont encourus à l'étranger ou les primes d'assurance qui sont de l'ordre d'entreprises privées là, pour vous protéger lors de vos séjours à l'extérieur. Mais il y a certaines particularités à ce niveau-là. Il y a plein de petites ramifications. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à appeler votre professionnel accompagnateur. Il y a vraiment des stratégies à mettre en place. Surtout, je sais que la QDR visait la clientèle des retraités, mais aussi des personnes pré-retraitées. Donc, lorsque vous approchez le 60 ans ou des personnes de votre entourage sont proches de ce seuil-là, il y a vraiment des belles stratégies à mettre en place. Petit cas vécu, là, mes parents sont dans cette strate d'âge-là. Ils ont vendu leur propriété dans la dernière année pour profiter un peu de la manne qui passait. Donc, il y en a plusieurs qui ont eu des belles passes d'argent, si vous me permettez l'expression. Il peut y avoir des stratégies là, de mettre de l'argent, par exemple, dans un CELI et vivre des liquidités de ces montants-là dans les prochaines années. Donc, même si vous avez des liquidités de certains actifs, aux yeux du gouvernement, bien, vous allez apparaître pauvre et vous pouvez aller chercher supplément de revenus garantis, allocation au conjoint, plein de petites mesures socio-fiscales qui sont intéressantes parce que souvenez-vous que le gouvernement vous considère riche ou pauvre en fonction de vos revenus et non en fonction de vos actifs. Donc, à l'exception de ceux qui il y a une transition vers un CHSLD, à ce moment-là, c'est un peu vos actifs ou votre patrimoine là, qui va dicter les montants d'hébergement, ce qui, à mon juste enregistré, hein, mais je vais me faire un petit éditorial, là, ce qui, à mon avis, est une aberration. Là, mais ça, on n'est pas obligé de le crier sur tous les toits, mais je pense que pour 95 % des cas, c'est vraiment vos revenus qui font foi de tout et non votre patrimoine. Donc, il peut y avoir des belles stratégies à mettre en place. C'est tout le temps d'avoir un petit peu de prévoyance à cet égard-là. Alors, merci, Jérémy. C'était super intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions pour Jérémy. Oui, Madame Danielle. Oui, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il faut toujours inclure nos reçus de médicaments quand on réclame des frais médicaments? C'est une bonne question. Je vous dirais, pour la plupart d'entre vous, là, je ne sais pas de quelle façon vous procédez, mais de plus en plus, les déclarations sont transmises de façon électronique. Donc, il n'y a plus nécessairement de documents à fournir au gouvernement. Par contre, je sais que, bon, souvent, vous allez à la pharmacie, le pharmacien va vous donner un sommaire, là, un papier qui rentre dans un petit encadré là, très, très minime, qui vous donne combien vous avez dépensé en frais médicaux au courant de l'année. Sachez que, pour l'avoir vécu dans les 2 dernières années, le gouvernement
n'acceptent pas ce reçu-là comme preuve lorsqu'ils sont dans un cadre de vérification fiscale. Ils veulent avoir vraiment un sommaire avec tous les médicaments, un listing des prescriptions. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas que le reçu émis par votre pharmacien ne vous donne pas droit aux frais médicaux, mais en cas de vérification fiscale, vous allez devoir démontrer quel médicament vous avez pris au courant de l'année qui justifie ce 500, 600, 700 $-là de pilules qui ont été prises. Là. Comme les dentistes aussi, là? Comme les dentistes, exact. Donc, oui, c'est toujours de bon augure d'avoir les reçus en votre possession. Vous n'êtes pas dans l'obligation de les envoyer au gouvernement. Ce que je dis tout le temps, par contre, c'est que vous devez les maintenir pendant 6 ans dans vos archives là, en cas de vérification ultérieure par le gouvernement. Est-ce que je peux poser une deuxième petite question? C'est le même prix? Moi, j'habite un condo, puis ils nous ont offert une feuille pour le crédit d'impôt pour maintien à domicile. Ouais. C'est valable, ça? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu ce que je mentionnais tantôt, le crédit d'impôt pour maintien à domicile. Il est un peu plus bénéfique pour les gens qui sont soit locataires ou habitent un immeuble à logement, qui inclut les syndicats de copropriété, parce que ces frais-là sont admissibles au crédit d'impôt, alors que quelqu'un qui est propriétaire de sa propre résidence ne peut pas rentrer son hypothèque ou son coût d'habitation dans le calcul du maintien à domicile. Par contre, il va pouvoir rentrer ses frais de déneigement, d'entretien de la pelouse, ce qui quelqu'un qui est à loyer n'aura peut-être pas absorbé comme dépense. Donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais oui, pour répondre à votre question, tout à fait, là, ce reçu-là est à propos pour le crédit d'impôt, en autant que vous rencontrez les autres critères là, qui sont, par exemple, d'avoir 70 ans. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait Très plaisir. intéressant. Quelqu'un d'autre aurait une question pour Jérémy? Madeleine? Une question concernant les gens qui sont à faible revenu. 66 de nos membres ont un revenu inférieur à 25 000 $ par année, ce qui est énorme. Et moi, je me demande, comme par exemple, mettons 25 000, tu ne payes pas beaucoup d'impôts là-dessus, mais tu peux avoir beaucoup de frais qui sont déductibles d'impôts, comme par exemple le maintien à domicile, les frais de médicaments, les frais médicaux, tout simplement. À ce moment-là, les gens, s'ils ne payent pas beaucoup d'impôts, ils ont le droit à des crédits, mais excepté que ça ne leur donne absolument rien parce qu'ils ne sont pas remboursés, en fait, ces crédits-là, si je comprends bien. C'est juste des crédits d'impôts. Ça veut dire que si tu payes 1 000 $ d'impôts, tu as le droit à un tel pourcentage de ça, mais si tu n'en payes pas beaucoup d'impôts, tu ne reçois rien par rapport à ces crédits-là. Est-ce que je comprends bien? Je ne veux pas généraliser, mais je dirais qu'a priori, votre réflexion est bonne. Par contre, j'ai déjà des clients qui sont venus me voir en disant « Jérémy, ça ne me sert à rien d'emmener tous mes frais médicaux. J'en paie une panoplie, mais j'ai des revenus très, très modestes. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. » Je vous ai parlé du crédit d'impôt non remboursable là, pour les frais médicaux. Mais il y a un crédit d'impôt qui, lui, est remboursable. Ça s'appelle des suppléments pour frais médicaux. Donc, pour les revenus très, très modestes, si vous avez très peu de revenus, mais vous avez d'importants crédits de frais médicaux, là, pas de crédit, mais de frais médicaux, bien, vous pouvez avoir quand même une portion là, qui vous est remboursée. Mais je comprends que dans votre question, il y a un petit aspect politique aussi, là, que je suis 100% d'accord avec vous, mais je ne veux pas lancer les gens là, sur une mauvaise piste en disant que ça ne vaut pas la peine d'amener vos frais médicaux parce que vous ne payez pas d'impôts. Dans certains cas, il peut y avoir quand même des retours d'impôts
même si vos revenus sont modestes et que les frais que vous absorbez sont significatifs. C'est pour ça que c'est si important de savoir quels sont les frais, les crédits d'impôt remboursables. Parce que c'est pour les gens qui sont à revenus très modestes, ça peut être, ça c'est plus juste, mettons. Ils reçoivent un crédit d'impôt, même s'ils ne payent pas beaucoup d'impôts, là, mais c'est Ouais. comme plus juste un peu au niveau en tout cas, pour moi, là, c'est plus juste. Mais tout à fait. Puis les crédits d'impôt remboursables, je ne les ai pas isolés, mais sur chaque acétate, j'essayais d'indiquer s'il l'était ou pas. Mais tu sais, crédit pour maintien à domicile, soutien aux aînés, crédit pour maintien de l'autonomie, des trucs comme ça. Ce sont des crédits d'impôt remboursables. Activités sportives et culturelles, je crois qu'elles le sont aussi, même s'il est très marginal. Donc, il y a quand même des mesures qui existent, mais c'est sûr que crédit d'impôt pour prolonger, les plus importants en termes de dollars, Oui. aidants naturels, prolongation de carrière, ce sont des crédits non remboursables. Merci. Ça répond bien à ma question. Un plaisir. Quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que les propriétaires doivent émettre des relevés cartes encore? Oui. Ben, je ne veux pas vous corriger. Relevé 4, j'imagine qu'on parle des relevés de 31 pour les composantes logement. Oui, c'est ça. Oui. Mais je vous dirais que, c'est une obligation légale que les propriétaires ont. Et deux, si vous êtes locataire, c'est super important d'aller chercher ce feuillet-là. Pourquoi? C'est que ça vous donne droit, si vous êtes admissible, au crédit pour solidarité pour la composante logement. Si vous n'avez pas ce relevé-là de votre propriétaire, tantôt, on voyait là, la composante logement du crédit de solidarité, c'est à peu près 600 $. Donc, vous venez de laisser un 600 $, dans les poches du gouvernement, sur la glace, littéralement, parce que vous n'avez pas votre relevé du propriétaire. Donc, il y a deux volets. Un, c'est une obligation légale du propriétaire. Donc, ça nous assure collectivement que les revenus de location sont déclarés dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pour tous les locataires, ça peut vous donner droit, ça peut vous donner une porte d'entrée là, au crédit de solidarité. Donc, je crois que si vous n'avez pas reçu au 28 février le relevé 31 pour votre logement, de faire un petit rappel amical à votre propriétaire. Je ne vous dis pas que c'est une obligation légale puis de dire, si je ne l'ai pas, je mets un avocat dans les pattes. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais que c'est une obligation légale. Ça vient avec le fardeau d'être propriétaire. OK, merci. Moi, j'avais une question pour quand vous avez parlé du crédit là, au Québec pour les personnes aidantes là, qui n'ont pas besoin, qui vivent ensemble, qui cohabitent ensemble, et que la seule condition, si j'ai bien compris, c'est que la personne ait 70 ans et plus. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? À vrai dire, c'est qu'il y a deux volets dans le crédit pour personnes aidantes. Il y a un volet qui vise les contribuables de 18 ans et plus qui ont une déficience grave et prolongée. Dans ce volet-là, il y a deux sous-divisions. C'est 1 266 $ chacune pour un volet s'il y a une cohabitation ou pas. Et là, s'il y a un lien de familiarité, de conjoint-conjoint, on peut rentrer dans ce volet-là. Et pour les gens de 70 ans et plus, c'est le volet 2. Donc, celui-là, il n'y a pas l'obligation de cohabitation. Je veux juste être sûr que je ne vous induis pas en erreur. Le conjoint, lui, ne peut pas le demander. Ça, c'est sûr. Si c'est un proche, il doit avoir un soutien là, constant et oui, il doit avoir une cohabitation à ce volet-là. C'est ça. Moi, ma question, c'était, y a-tu, comme nous autres, là, ce crédit-là, là, c'est pour aider la personne
qui habite dans une maison, puis qu'il y ait quelqu'un qui habite avec elle. C'est ça le but de ce. Le but de la ce mesure, c'est crédit. pour aider les personnes là, qui viennent en aide à des contribuables un peu plus vulnérables. Donc, OK. par exemple, si mes parents sont en perte d'autonomie, qui ont un souci de santé, si moi je suis dans ma vie active et je viens leur donner un coup de main pour épauler le système de santé qui souffre, bien, c'est une mesure fiscale pour m'aider moi. Là. OK. Donc, Ben, moi, ce que je me demandais, c'est parce que moi, je suis en cohabitation avec quelqu'un, mais on est 2 personnes âgées. On supporte une l'autre. Puis ça se pourrait qu'à un moment donné, une des deux soit plus en difficulté, que ce soit l'autre qui offre le soutien. Je me dis, est-ce que cette mesure-là, elle serait comme, est-ce qu'on pourrait avoir, si ça se passerait, ou si ça se passe, si actuellement, est-ce qu'on aurait accès à ce crédit-là? ben, je ne connais pas votre situation propre. Je vous dirais qu'a priori, s'il y a un volet de cohabitation, vous êtes 2 personnes proches, mais qu'il n'y a pas nécessairement un lien familial, Parental, familial. la seule condition, ça serait d'avoir une attestation médicale fournie par un professionnel de la santé qui dirait que. Qu'une ou l'autre, on a besoin de. Exact. Exact. OK. Renouvelable aux 3 ans. OK. Ben, merci. Moi, j'ai une question. Mon mari est entré en CHSLD cette année. Et puis, est-ce que les frais pour faire adapter le linge, parce qu'il n'est pas capable de s'habiller tout seul, là, j'ai dû faire adapter beaucoup de linge, est-ce que ces frais-là sont déductibles d'impôts? C'est une bonne question. Je vous dirais que lorsqu'on parle de. Je sais que lorsque c'est de la main-d'œuvre, du temps pour aider quelqu'un à l'habillement, à l'hygiène, c'est admissible. Si c'est pour les vêtements directement, honnêtement, je ne suis pas assez convaincu. Là, je prendrai votre question en délibéré et je ferai. Si Mélanie est d'accord, je me servirai peut-être de Mélanie pour vous transmettre la réponse très, très prochainement. Là. D'accord. Oui, oui, sans problème. Mais- Oui, Mais madame, si je peux me permettre, là, dans une situation comme la vôtre, quelqu'un qui entre en CHSLD, il y a une notion que je n'ai pas nécessairement jasée qui peut être pertinente à votre situation, c'est la notion de séparation involontaire. Je ne sais pas si certains vous en ont parlé. Oui, je l'ai Donc, demandé, oui. oui, mais tu sais, dans le fond, indépendamment là, de votre situation de couple, vous pouvez demeurer marié, mais s'il y a une séparation physique liée au fait que votre conjoint est dans un CHSLD, mais au niveau de l'impôt, là, on pourrait vous considérer comme étant des personnes séparées. Et là, ça vient avec certains avantages fiscaux là, de part et d'autre. Donc, mais c'est vraiment une question de fait. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une obligation, puis c'est le must pour votre situation, mais ça serait peut-être quelque chose à envisager là, pour optimiser les situations de part et d'autre. Et peut-être que je n'en voudrais pas la chandelle. Et sachez que dans un contexte comme ça, ben, ça ne change rien à l'union légale là. Et l'amour que chacun porte à l'autre, c'est vraiment, il faut séparer un peu l'aspect fiscalité des émotions réelles. Exactement, oui. Fait que ce soit acheter directement du linge qui est adapté ou bien non le faire adapter, là, je veux savoir si les frais, parce que j'en ai acheté, mais j'en ai fait adapter aussi. Ça coûte moins cher, mais par contre, c'est fait par une dame qui est couturière, mais qui n'a pas de licence, là, qui a pas. C'est une couturière déclarée, là, je ne sais pas si elle paye de l'impôt ou quoi, là, mais c'est la dame qui fait ça, là, en fait, pour tout l'endroit où mon mari est. Je veux juste savoir si je peux mettre ça dans les dépenses. Excellent. Mais c'est un cas assez pointu. Je vais le regarder puis je vous reviens promptement. C'est beau. Je vais attendre la réponse, Mme Clodo. Excellent.
Donc, ben, merci Jérémy d'avoir accepté l'invitation de participer à cette conférence. Oui, je vois Mme Claire. Peut-être une dernière question pour Mme Claire. Oui, allez-y. Oui, mon comptable m'a informé que cette année, on n'aurait pas d'avis de cotisation en papier. Pour avoir accès à notre avis de cotisation, il fallait s'inscrire à mon dossier au gouvernement fédéral. Je me demandais si vous étiez au courant de ça. Je vous dirais que je sais que c'était dans les cartons des gouvernements d'informatiser ce volet-là. Et moi, j'ai suivi des formations là, sur les nouveautés fiscales dans les derniers jours, dernières semaines. Et ce qui a été porté à mon attention, c'est que ce projet-là, qui était prévu pour l'année en cours, aurait été reporté à 2023. Donc, sous toute réserve, là, je crois qu'il y aura encore des avis de cotisation dans la prochaine année, papier, mais qui encourageait fortement là, les comptables à faire signer un formulaire d'autorisation avec leurs clients pour que les avis de cotisation nous soient transférés de façon électronique automatique. Comme ça nous permettrait là, de part et d'autre d'avoir au moins une copie qu'on pourrait même imprimer à nos clients là, pour qu'ils gardent dans leur registre le cas échéant. Fait que j'étais sous l'impression que ça ne s'appliquait pas nécessairement en 2022, mais que c'était fortement encouragé là, de s'inscrire à mon dossier et d'aller le consulter fréquemment. Mais je ne veux pas signer avec mon sang aujourd'hui avec ça. Okay. Je sais que lui, il nous propose là, que de garder là, dans ses fichiers l'information, puis que s'il y avait un changement, il allait nous contacter. Et puis si on voulait un papier, on avait juste à aller en chercher ou bien il nous le transférait en courriel. Bien, effectivement, c'est ce que nos activités de formation nous suggéraient de faire en tant que professionnels, c'est-à-dire de s'inscrire, d'avoir un formulaire d'autorisation par nos clients pour avoir automatiquement un avis de cotisation là, en doublon qu'on pourrait garder dans nos registres ou soumettre à nos clients, mais que ça ne serait pas nécessairement une obligation là, qui serait effective dans l'année en cours, mais de commencer à se préparer parce que ça s'en vient. C'est inévitable. Oui, parce que c'est ça, pas tout le monde qui a des imprimantes là, pour pouvoir les imprimer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bien, Jérémy, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps et ta générosité aujourd'hui et ta participation à la conférence. Merci à tous aussi d'être venus à la conférence sur les impôts avec Jérémy. Pour moi, c'est fort instructif. Donc, voilà. Merci encore. Madame Odette, on va faire un suivi avec vous aussi pour vous donner la réponse à votre question. Alors, voilà, c'est tout. Jérémy, je te laisse peut-être un petit mot de la fin. Bien, un gros merci pour votre participation, votre présence. Puis, je vais faire un peu du pouce sur la présentation d'entrée de jeu de la part de Mélanie en disant que moi aussi, j'ai vraiment hâte à la terminaison des formations en Zoom et de pouvoir renouer avec le contact physique. Puis, je sais qu'on aurait pu avoir des échanges un peu plus nourris en présentiel. Je crois que ce n'est que partie remise. Puis, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation. Puis, ça va être un plaisir renouvelé là, de vous revoir en personne dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci, Jérémy. Merci à tous. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Wow.